Christophe Girard a commencé sa carrière de flic il y a 21 ans, en 1996, et rentre dans la BAC en 1998. À cause de chocs post-traumatiques, Christophe sombre dans la dépression. Dans son témoignage choc, il brise le silence du suicide dans la police. C'était le rêve vraiment de rentrer en BAC. Quand on est policier, il y a plusieurs aspects du métier. Moi, c'est vraiment cet aspect interpellation, flagrant délit qui m'intéressait. Il commence à intervenir à Paris. L'ambiance avec ses collègues est très bonne, malgré les missions difficiles. Quand on est en patrouille, on plaisante, on rigole. Même si on a toujours un œil sur ce qui se passe dehors, on essaye de se détendre au maximum. Un appel radio tombe pour nous signaler un blessé par balle au Square Léon. Et quand on arrive sur place, on est face à un individu qui nous braque avec un revolver, en fait, un 357 Magnum. On le braque à notre tour. Le problème, c'est qu'il y a 5 ou 6 individus qui l'accompagnent. On essaye de dialoguer avec l'individu et de comprendre ce qu'on fait là aussi, quel est le motif de notre intervention, parce qu'on ne voit pas de blessés autour de nous. Là, on comprend assez rapidement que l'individu nous en veut, mais il s'en veut aussi à lui, puisque à tour de rôle, il nous braque et il se braque lui-même en dirigeant le canon vers sa tempe. Et avec le dialogue, en fait, on tourne en rond, on voit qu'on n'avance pas. Donc, avec un collègue, on décide de passer à l'arrière, de se faire un peu oublier de l'individu. Et quand il se braque, quand il met le canon de son arme sur sa tempe, là, on décide de lui sauter dessus, en fait, et de tenter de le désarmer. Donc, rapidement, on se retrouve au sol. Les 5 ou 6 individus qui l'accompagnent nous sautent dessus également. Donc on a une véritable mêlée de rugby. Et au milieu de cette mêlée de rugby, un coup de feu claque. Donc là on s'arrête tous de se battre. Moi je me check, je regarde, j'ai rien. Je regarde mon collègue qui se trouve à côté de moi, il a rien. On se rend compte qu'il y a un individu qui a la gorge en sang. Donc on se dit, bon, ça va, c'est pas nous, on continue à se battre avec l'individu. Et en fait, on arrive à le menotter, à l'emmener au commissariat. Et arrivé au commissariat, là, il meurt. Le coup de feu qu'on a entendu est parti de son arme. Et on apprend à ce moment-là que la balle l'a traversé et donc passé entre mon collègue et moi pour venir mourir dans la gorge d'un autre individu. Ce type d'intervention armée est régulière. La peur de voir sa vie s'envoler pendant une intervention est presque quotidienne. Mon humeur, ma joie de vivre, ma facilité de vivre même, vont se dégrader. Tout ça va se dégrader au fur et à mesure que je vais enchaîner les interventions et au fur et à mesure que j'enchaîne les années de bac aussi, en fait. Toute première intervention marquante comme celle-ci, c'est, je crois qu'on est en janvier 98. Et je vois trois collègues sortir sur le brancard des pompiers. Ce soir-là, par exemple, ça s'est passé sur le boulevard de la Chapelle. Si l'auteur du différend familial qui a tué ses collègues avait habité juste de l'autre côté du boulevard, ça aurait été moi à leur place, en fait. Pour moi, tout ce que j'ai vécu, c'était normal, c'était mon métier, en fait. 90% des choses que je vis au travail, je les garde pour moi. Christophe intègre la BAC au moment où il commence sa vie commune avec son épouse. Entre l'activité de la BAC 75N et l'activité de Dijon, il y a une marche qui est hyper importante en fait. Et là où je me sentais hyper adapté en étant à la BAC 75N, je me sens totalement pas à ma place à Dijon en fait. Et j'arrive à faire mon deuil de Paris et à rester sur Dijon et à intégrer la BAC de Dijon. Au sein de sa carrière, 4 de ses collègues se donnent la mort. Christophe se rappelle la première fois où il est confronté au suicide d'un d'entre eux. C'est une incompréhension, surtout que le premier, je me rappelle le premier, on était à l'appel, on dit tiens il est où un tel, et puis dans les minutes qui suivent, il sera pas là ce soir, il s'est suicidé. Donc c'est assez... Et pour autant, il y a l'appel radio qui tombe et on est obligé d'aller faire le job. On n'a pas le temps de
se rendre compte de quoi que ce soit, en fait. Christophe est marqué par ses années de service. En continuant son travail avec un psychologue, il arrive à comprendre ce qui lui arrive. Son humeur devient insupportable pour leur vie de famille. Il fait sa première tentative de suicide. Je dormais plus les nuits depuis plusieurs semaines. Je criais après tout le monde. J'étais en colère pour un oui ou pour un non. Vraiment, je peux plus sortir de chez moi quasiment sans avoir le palpitant à 200 en me disant qu'est-ce qui va se passer, à quel moment ça va se passer, etc. C'est l'hypervigilance. Donc c'est extrêmement fatigant tout ça. Donc je suis dans un état de fatigue extrême. La dépression est importante et elle m'empêche de m'adapter. Ça fait 5 ans déjà que la dépression est diagnostiquée. Ça fait 5 ans que je sais qu'elle part, elle revient, elle part, elle revient. Ça fait 5 ans que je cherche d'où elle peut venir, quelle est l'origine de cette dépression. On a cherché tous les aspects de ma vie, que ce soit du côté familial, avec mon épouse, avec mes enfants, avec mes parents, que ce soit du côté professionnel, etc. On a tout cherché. Ça se passait bien au travail avec mes collègues, ça se passait bien. Parce que quand on parlait du travail, on parlait de la relation avec les autres, la relation avec la hiérarchie, la relation avec le travail en lui-même, le sens que je lui donne. À aucun moment, les psychologues ou le psychiatre que je vois ne pensent à me demander quel est mon passé, parce qu'à aucun moment, ils se doutent qu'un policier peut avoir un passé aussi lourd. Et moi, comme tout au long de ma carrière, on ne m'a jamais signalé que ce que je vivais pouvait être dangereux potentiellement pour moi et pouvait amener un stress post-traumatique et une dépression. Moi, à aucun moment, je pense à mettre ça sur la table, en fait. Il n'y a pas de raison. C'était mon travail. Il n'y avait rien d'extraordinaire dans ce que je venais de vivre, en fait, pour moi, à ce moment-là. Et c'était plus de 10 ans avant, en fait. Et j'en suis venu à la conclusion que le mieux, c'était de se séparer. Et j'étais tellement invivable que je ne voyais plus possible de continuer à vivre ensemble et de leur faire supporter ça, en fait. Et quand je lui annonce ça, je vois la douleur que je lui fais et par ricochet, cette douleur vient me percuter de plein fouet. Et quand je me retrouve tout seul à la maison, voilà, je pense aux médicaments que le docteur m'avait prescrit quelques années plus tôt. Donc j'en prends pour me soulager, en fait, en espérant me soulager, mais ça ne me soulage pas. Donc je mélange avec de l'alcool pour pouvoir m'étourdir aussi un peu. Et voilà, il y a l'enchaînement qui se fait, sans même que je pense à vouloir mourir à ce moment-là. En fait, on veut juste que nos souffrances s'arrêtent. Et c'est un échange un échange de SMS avec un collègue qui comprend qu'il se passe quelque chose et qui vient directement à la maison et qui appelle les pompiers, qui fait que ce jour-là, j'ai arrêté, en fait. Voilà. Alors, j'étais en repos le jour d'après, donc le surlendemain, je suis retourné au travail. J'ai pas eu d'arrêt. J'en ai pas parlé à grand monde, en fait, de ça. Et j'ai pas mesuré le geste que je venais réaliser, en fait. J'ai pas nommé ça une tentative de suicide. Vraiment, clairement, j'ai pas pris la mesure de ce que je venais de faire. À l'issue de sa première tentative de suicide, Christophe essaie de mettre des choses en place pour améliorer les choses. Mais quand la dépression revient, elle est plus vive. Christophe est encore plus coléreux, moins disponible, plus invivable. Sa femme décide de se séparer. Et pour fuir la situation, j'ai pris ma voiture et j'ai roulé le plus vite possible. J'ai des images qui s'imposent à moi, notamment l'image du 357 Magnum. Je vois parfaitement le canon, le barillet et les cartouches qui brillent au fond du barillet. Je vois des scènes
comme une voiture de police qui est contre le trottoir, les vitres explosées par des tirs de Kalachnikov. Voilà, je entends le collègue à la radio qui crie « je suis touché ». Je vois toutes les images de morts que j'ai pu voir sur des levées de corps, sur des braquages qui ont mal tourné dans des bars, etc. Et puis je vois les images des quatre collègues qui sont suicidés. Je me rends compte que je suis quasiment à l'arrêt, que je roule plus, donc je m'arrête dans un chemin. Et puis là, ces images commencent à tourner en boucle. Finalement, j'ai plus qu'une solution qui s'offre à moi, qu'une idée qui s'offre à moi, c'est en finir en fait. Donc je suis sur le point d'en finir quand dans le rétroviseur intérieur de ma voiture, j'aperçois le regard de mon chien. Je vois mon chien qui est dans le coffre. Ça fait comme un déclic. C'est comme si je me voyais en fait, et je me dis mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que tu es en train de faire en fait? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas ça que tu veux, c'est non. Donc là il est 10h30 du matin et je rentre chez moi, je prends ma douche et à 13h je suis au travail. J'arrive au travail avec mon plus beau sourire. Je vois que ça fonctionne en fait, mes collègues n'y voient rien. Et là, des questions commencent à se bousculer dans ma tête en fait. Comment c'est possible? Comment c'est possible que moins de 3 heures auparavant, j'étais dans ma voiture, prêt à en finir, et que là, je suis auprès d'eux et qu'ils ne voient rien, alors qu'on se connaît depuis des années? Combien on est dans ce cas-là en fait? C'est-à-dire que si moi, je suis capable de leur cacher, je me demande si eux ne sont pas dans le même état que moi et capables aussi de me cacher les choses. Pour aider ces policiers en détresse, Christophe et ses collègues créent une association pour libérer la parole. Alors, en penchant sur le suicide dans la police, je me rends compte que la police, c'est 45 suicides par an et que ça dure depuis 1996. Et je l'apprends et j'ai plus de 20 ans de service. C'est-à-dire que on en entend parler, réellement que quand une année ou une autre, on dépasse ce chiffre de 45, on dépasse la moyenne. Donc quand on arrive à 50, 55, là on en entend parler. Sinon on n'en entend jamais parler. Je ne savais pas à ce moment-là que la première cause de mortalité chez nous, c'est le suicide, avec un rapport de 1 à 4. C'est-à-dire qu'on a en gros une dizaine de morts en service et on a 45 suicides. Enfin voilà, ça donne le tournis quand on découvre ça et qu'on est policier. Et je me suis dit, quel est le problème en fait? Quel est le problème de ça? Moi j'ai vu des psychologues qui m'ont au final pas aidé à trouver ce que j'avais. Donc c'est pas aidant pour aller en reparler. En tant que policier, on peut avoir plus facile à parler à des policiers. Donc c'est pour ça que je crée une association avec d'autres collègues et on se forme tous à la gestion d'une crise suicidaire, à la gestion du stress, au premier secours psychologique d'urgence, etc. On se forme pour pouvoir accueillir la parole de tous les policiers. Et là, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de policiers qui ne vont pas bien. Il y a plusieurs raisons quand même qui font qu'on arrive là. C'est pas... Donc 122 psychologues pour 150 000 policiers, vous vous rendez compte que c'est pas aisé de toucher un psychologue si c'est pas urgentissime. Si c'est urgent, bien sûr qu'on aura un rendez-vous tout de suite. Mais nous, on n'a pas conscience si notre cas, entre guillemets, est urgent ou pas, en fait. On se dit toujours qu'il y a toujours le cas de quelqu'un d'autre qui est plus urgent. Déjà dans la société, c'est compliqué de dire qu'on va voir un psy parce que pourquoi tu vas voir un psy, t'es fou. Voilà,
On entend un peu ça, mais dans la police, c'est encore plus vrai. Donc, d'aller voir un psy, de se trouver devant sa porte de bureau, dans sa salle d'attente, pour un policier, il va être montré du doigt, en fait. Alors, ça tend à devenir de moins en moins vrai, mais c'est encore là, encore. Et puis, il y a ce réel problème qu'est le désarmement. C'est-à-dire que quand le psychologue juge que votre état de détresse mentale est si inquiétant qu'il faut en faire état à la hiérarchie et que derrière la hiérarchie vous désarme, les collègues, eux, ils font le raccourci. Il a été voir le psychologue, il est désarmé. Ce qui se passe au milieu apporte peu à tout le monde. Le résultat, c'est qu'après avoir été voir le psy, il est désarmé. C'est absolument pas systématique, mais le fait que ça se fasse et à plusieurs reprises fait que cette méfiance est là en fait et elle perdure. L'État est garant de la bonne santé physique et mentale de ses employés en fait, donc de ses policiers. Donc oui, l'État a un rôle à jouer. La dernière fois, je faisais un comparatif tout bête en fait. Un jour sur une intervention, j'étais en haut d'un mur, je tombais du haut du mur et je me suis cassé le poignet. Fracture du poignet, je vais à l'hôpital. Tous les frais médicaux liés à cette fracture ont été pris en charge par l'État parce que c'est un accident du travail, c'est une blessure en service. Pourquoi il n'en serait pas de même pour les psychologues en fait? Pourquoi est-ce que toute la responsabilité de la bonne santé mentale des policiers doit reposer sur 122 psychologues pour 150 000 policiers? Pourquoi, suite à une intervention un peu plus dure ou quand un policier ne va pas bien, pourquoi l'État ne paierait pas pour que le policier puisse aller voir un psychologue? Parce qu'en fait, dans le privé, parce que l'aspect financier est aussi un vrai frein pour pouvoir aller voir un psychologue, parce que je crois que notre mutuelle aujourd'hui, elle rembourse 3 séances de psy par an, donc c'est pas grand-chose, quoi. Aujourd'hui, il n'y a rien de plus puissant que le témoignage pour libérer la parole. Donc aujourd'hui, j'ai décidé d'écrire ce livre, parce que j'ai commencé par écrire mon témoignage, à essayer de diffuser mon témoignage. Aujourd'hui, quand même, ça représente 9000 morts par an, par suicide. C'est 3 fois plus que sur les routes, en fait. Alors mon livre s'appelle « J'ai failli en finir ». Je l'ai coécrit avec Anna-Véronique Elbaz et on le trouve aux éditions L'Archipel. Je suis le témoin vivant que jusqu'à la dernière seconde, on peut empêcher quelqu'un de se suicider et que le suicide concerne tout le monde en fait. Que tout le monde, moi c'est mon chien qui m'a sauvé et mon chien n'a pas de diplôme, mon chien, voilà, et tout le monde peut jouer ce rôle-là à un moment ou à un autre pour quelqu'un. Il suffit de poser la main sur l'épaule, de poser une question et de s'intéresser à l'autre.